transporte des déchets et des sédiments et des produits toxiques, l'urine est colorée. Alors, ce que je disais, c'est que il est primordial qu'elle soit colorée et chargée le matin. Il serait bon qu'elle soit colorée et chargée en permanence. Parce que qu'est-ce que veut dire cette coloration? Je dis cette coloration veut dire que l'on élimine par les urines. Si elle est très très claire, ça veut dire qu'on a beaucoup d'eau pour rien. Donc ça peut vouloir dire qu'on boit trop, ça ne sert à rien de boire autant, ça va fatiguer les reins. Ça veut surtout dire qu'on a un faible volume d'élimination. Donc là, toujours pareil, travailler entre guillemets sur les reins, ça veut dire prendre des jus avec du persil particulièrement, de l'ortie qui vont être très très actifs. Les formules de plantes médicinales sont particulièrement actives et en quelques mois corrigent une question de filtration rénale. Et pour vous donner un exemple, moi j'ai des urines jaunes en permanence sur la journée. Et c'est pas parce que je suis malade, c'est au contraire parce que ça filtre bien. Alors que je bois pas mal. Et j'ai des urines jaunes en permanence sur la journée. Le matin, elles sont encore plus chargées, mais pendant la journée, je les ai jaune paille. C'est la bonne couleur, entre guillemets, qu'il faut atteindre. C'est une adéquation entre le volume d'urine et la concentration des urines uniquement. Mais surtout, si vos urines sont claires, ça ne sert à rien de boire plus. Et je dirais, dans l'absolu, si les urines sont claires, il vaut mieux boire des jus de légumes. Boire beaucoup moins d'eau et boire des jus de légumes. Parce que si elles sont claires, ça veut dire que ça ne sort pas. Si ça ne sort pas, il faut aller neutraliser les toxines directement et non pas aller rajouter de l'eau, qui va faire tourner le système en vain. Donc voilà, par rapport aux couleurs d'urine, attention juste à ne pas avoir une urine qui prend cette couleur-là, quand ça devient orange foncé, voire rouge et ainsi de suite. Alors, si c'est ponctuel, c'est pas un souci, si c'est régulier, c'est un souci. Ça veut dire pareil qu'il n'y a pas assez de volume par contre là d'eau pour le coup. Et donc il n'y a pas de règle, c'est une adaptation individuelle. Et c'est pour ça que c'est vraiment joyeux, mais personne ne peut être votre réel prescripteur. Personne d'extérieur ne pourra être votre réel prescripteur. La vraie guérison vient de la compréhension et de la réappropriation. Ça pour moi c'est fondamental. C'est pour ça qu'au plus nous pouvons être enseignants les uns pour les autres, pour nous prendre par la main, comme on prend par la main un enfant qui n'a pas encore la connaissance, et pour l'amener à l'âge adulte, mais on ne peut pas être prescripteur. C'est-à-dire qu'un parent qui continue finalement à maintenir son enfant dans un état d'enfance ne joue pas son rôle de parent. Nous, en tant que tel, quand on a des amis, quand on a des proches, notre rôle c'est de leur permettre de s'autonomiser, et non pas de dépendre de notre autorité, de notre vouloir, de notre être dépendant. Ça peut être très satisfaisant pour une part de nous-mêmes, ici. Aimer vraiment quelqu'un, pour moi, c'est le conduire aussi à son autonomie. Donc ça, c'est vraiment important. Et de toute façon, ce sera le seul moyen qui ait vraiment des changements dans sa vie. C'est cette autonomie, cette expérience directe. Comme toujours, pousser les gens à faire l'expérience directe. Il y a un moment où il faut parler aux gens des jus de légumes, mais il y a un moment où il faut arrêter de leur en parler. C'est-à-dire qu'on va ne pas accepter d'en parler pendant des mois et des mois et des mois. Soit ils s'y mettent, ils font l'expérience, soit ils s'y mettent pas. Mais il y a un moment où il faut arrêter de fantasmer, il faut y aller en façon pratique, directement pratico-pratique. Donc, bon, j'aimerais bien prendre le cas de Nora, qui est ressuscitée, alléluia. Elle est ressortie de la tombe. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Parce que ça va être vraiment une illustration de ce phénomène de détoxination, et c'est très puissant. Donc, Nora arrive ce matin, elle pleure, et elle me dit, voilà, je pleure sans raison, je me sens pas triste, mais je pleure sans raison. On prend sa tension, elle a une tension très élevée, hypertension. Quand il y a hypertension, on l'a vu dans le cours hier, ça veut dire simplement que les reins sont bloqués. Ça veut dire, en fait, quand on dit que les reins sont bloqués, ça veut dire que s'il y a hypertension, c'est qu'il y a de l'œdème au niveau du sang. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation du volume plasmique, et qu'il y a de l'œdème au niveau du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'œdème au niveau du sang? Comme je vous l'ai dit très souvent, l'élimination, enfin la détoxination, c'est le passage depuis la cellule jusqu'au sang. Ça, c'est la détoxination. Mais le but, c'est pas que ça s'arrête au sang, c'est que ce soit éliminé par les émonctoires. Quand c'est douloureux, c'est que ça stagne dans le sang. Quand il y a de l'œdème dans le sang, c'est que ça stagne dans le sang. Nora était typiquement dans la situation où beaucoup de toxines étaient relâchées de la cellule ou du milieu qui entoure la cellule
dans le sang, et ça restait dans le sang. Ça restait dans le sang et ça créait cet état de mal-être, cet état puissant de mal-être. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas-là? Eh bien, ça ne sort pas par les émonctoires. Il y a une nécessité pour lui faciliter la situation, parce qu'elle était en grande souffrance, il y a une nécessité d'un seul coup de drainer les toxines. Et donc pour ça, il y a une méthode qui est absolument stupéfiante, c'est les cataplasmes à l'huile de ricin. Donc vous avez vu la technique, on prend un tissu qu'on imprègne d'huile de ricin. L'huile de ricin s'achète même en pharmacie, je crois. Veillez à la prendre en bio, on va la poser sur la peau, hein, donc qu'elle soit d'origine biologique. Sinon, vous la trouvez sur le net facilement. On gorge le torchon avec cette huile de ricin. Et une fois qu'elle est gorgée d'huile de ricin, eh bien, on pose ce torchon sur la zone à décongestionner et on applique une source chaude, une bouillotte en pratique. Alors, la zone à décongestionner, c'est facile à savoir quand il y a une douleur localisée. Hein? On a mal au rein, par exemple, on met sur les reins. On a une douleur ostéo-articulaire, arthritique, ou quelle qu'elle soit, lombalgie, névralgie, cruralgie, on l'applique sur la zone en question. Ça peut être appliqué partout. Le cœur aussi, oui, partout, 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 partout. Le foie, extraordinaire. Le foie, extraordinaire. Le pancréas, extraordinaire. Là, pour le coup, qu'est-ce qu'on a, entre guillemets, compris de ce que disait Nora? On s'est dit, voilà, elle a les reins qui ne parviennent pas à éliminer toutes les toxines qui sont relâchées dans le corps. En même temps, elle me dit que finalement, ces selles, depuis quelques jours, sont très limitées, très faibles. Immédiatement, organe de détoxination majeur et celui par lequel viennent la plupart des troubles de la détoxination, les intestins. Donc, quand c'est un petit peu comme ça, idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone particulière, on focalise sur les intestins. Les intestins, c'est première source d'intoxication et première source de désintoxication. Parce que, vous avez vu, toute la muqueuse intestinale, on se dit, ça fait à peu près un stade de football. Vous imaginez la surface d'échange que cela représente. Dans un sens, en assimilation, mais dans un autre sens, en élimination. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a tous ces intestins qui représentent toute la surface d'un stade de football. Tous ces intestins, comme ça, divisés. À tous les endroits de ces intestins, il y a des toxines qui sont relâchées. D'accord? S'il n'y a pas de mouvement péristaltique, c'est-à-dire que si l'élimination par la selle ne se fait pas régulièrement, elles stagnent à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe? Elles sont réabsorbées. Elles sont directement réabsorbées. Alors, là, préalablement, prendre du mélange balai-intestinal est très bienvenu. Si c'est à l'échelle du côlon, si c'est au niveau du côlon, qui est comme ça, eh bien, un lavement peut énormément aider, parce que pareil, ça va éviter que les toxines soient réabsorbées dans le sang. Mais là, bon, au niveau des intestins, on n'avait pas cette possibilité. Qui plus est, Nora était très fatiguée. Donc, hors de question de lui proposer un lavement qui allait lui prendre de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui place l'emplâtre de l'huile de ricin, c'est-à-dire le torchon, sur le ventre. On place une source de chaleur, à savoir une bouillotte. Et là, au miracle, elle est sortie de la tombe. Non, mais c'est vrai, elle va très bien, elle a repris des couleurs, elle est joyeuse, et ainsi de suite. Ça a traîné. Et sa tension a baissé. Ah, sa tension, et voilà, et sa tension a baissé de manière drastique. C'est-à-dire qu'elle est passée de 18, 12, elle est passée à 13, 8,5. Alors, 8,5, ça indique quand même qu'il y a un peu de tension, d'hypertension, qu'il y a un peu d'hypervolume plasmique, mais c'est limité. Par rapport, là, c'était vraiment un blocage de saturation rénale, plutôt que blocage rénal. Là, c'est juste que voilà, bon, elle est en pleine période de détoxination, c'est prévisible. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire aussi qu'il ne faut pas s'affoler avec des chiffres. Il faut juste adopter les attitudes adaptées. L'huile de ricin, pour moi, est extraordinaire parce que, comme je le disais, il y a d'autres techniques qui vont prendre beaucoup d'énergie à la personne. L'huile de ricin ne demande aucune énergie à la personne. On peut vraiment l'appliquer sur la personne. Et alors après, Nora me disait, mais si j'avais été chez moi, j'aurais fait l'exact inverse. C'est-à-dire que si elle avait été chez elle, eh bien, elle me disait qu'elle aurait pris du jus de pastèque et de melon pour permettre une meilleure élimination. Attention, le jus de pastèque et de melon ou ce genre de produits, qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit qu'ils permettent une meilleure élimination. C'est faux. Ils ne permettent pas une meilleure élimination. L'élimination, elle se fait par les reins, par les intestins.
le jus de pastèque, le jus de melon, par exemple, ou tous ces produits-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener moins de charge digestive. Donc on va avoir plus d'énergie pour réaliser quoi? Le passage qu'on appelle la détoxination, c'est-à-dire le passage dans le sang. D'accord? Donc ça va augmenter encore la quantité de toxines dans le sang. Ça ne va pas augmenter l'élimination. Alors, oui, un peu, parce que la pastèque a la propriété d'agir beaucoup sur la sphère rénale et d'être très diurétique. Mais quand même, le différentiel entre ce qu'elle va permettre d'éliminer et ce qu'elle va permettre de... Enfin, ce qu'elle va permettre de détoxiner et ce qu'elle va permettre d'éliminer fait que finalement, il y aura plus d'élimination, plus de détoxination que d'élimination. Et ça va être délétère. Oui, François? Une chose que j'ai juste du mal à comprendre, c'est les toxines, vu que Nora n'est pas allée à la salle et n'a pas uriné, elles sont parties. Alors les toxines, il y a une bonne partie qui est passée au travers de la peau directement à l'endroit du torchon. Ils sont allés dans le torchon. Et après, il y a une action de l'huile de ricin que je ne connais pas au niveau des intestins, que je ne peux pas t'expliquer. Je n'ai pas encore la connaissance pour ça, mais qui permet effectivement une élimination. Alors toujours pareil, comme je disais hier, attention, la congestion, elle est toujours globale. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une toxémie localisée à un endroit, on l'a vidé. Ouais, mais comme c'est plein à côté, ça va venir re-remplir à terme. Donc, c'est une très bonne solution ponctuelle, mais il n'y a qu'en travaillant sur le terrain et en détoxinant le terrain qu'on va faire en sorte que ça ne va pas revenir. Sinon, ça va revenir tout. Hein. Donc, attention. Mais par contre, comme remède ponctuel, comme vidange toxémique, c'est une panacée. Et là, voilà encore un exemple. Je suis content parce que vous l'avez vécu. Vous voyez vraiment son visage, vous voyez comment elle est transformée littéralement. Donc, c'est très, très, très efficace. Très, très, très efficace. Alors, cette notion de détoxination, je voudrais quand même y revenir sans cesse. Je vous ai dit, hein, avoir des crises de détoxination, c'est juste le signe que ce qui passe depuis l'intérieur du corps jusque dans le sang est supérieur à ce qui passe du sang vers les portes de sortie. C'est pas le but. Le but, c'est que ça soit à la même vitesse. D'accord? Mais bon, ça arrive très souvent. Et des fois, on dit tel aliment est détoxinant, tel aliment est détoxinant, tel aliment est détoxinant. Et je vous ai dit en début du cours, il ne faudrait pas utiliser cette terminologie, il faudrait dire plutôt tel aliment est moins limiteur de la détoxination. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? L'énergie, à l'échelle du corps humain, l'énergie disponible, elle est répartie entre l'énergie digestive, l'énergie qui est utilisée par les processus cognitifs de pensée. Après, elle va être répartie, si en reste, après que ces deux secteurs aient été remplis, eh bien, on va en avoir un petit peu pour l'énergie physique, et si en reste un tout petit peu, on l'aura pour la détoxination. Bon, quand on limite l'énergie liée au processus digestif, eh bien, à ce moment-là, on a beaucoup plus d'énergie qui est disponible pour ça et pour ça. Si en plus on limite l'énergie qui est dépensée au niveau physique, on a un maximum d'énergie qui est disponible pour la détoxination. Donc, les aliments sont avant tout, économiseurs d'énergie, et donc vont permettre d'avoir plus d'énergie disponible pour la détoxination, mais ils ne vont pas apporter quelque chose de spécifique. Alors, on peut mettre un bémol, parce que certains aliments apportent des principes astringents, des principes soufrés, des principes comme ça qui vont aider quand même à certains processus. Mais essentiellement, c'est l'absence, enfin, c'est la moindre charge digestive qui explique qu'un aliment va permettre plus la détoxination. Il va permettre. La détoxination, elle se fait par le corps. C'est le corps qui l'organise à partir de son propre capital d'énergie et qui l'organise, qui la rythme, qui la décide, qui l'arrête, qui la démarre. Voilà, notre contrôle là-dessus, il est relativement limité. Souvenez-vous par contre que si vous faites tout pour détoxiner, ben ça va détoxiner. Et qu'il ne s'agit pas de partir, de lancer le train à toute vitesse, et puis après de vouloir sauter du train alors qu'il est à 200 km/h. Et ça, c'est fréquemment le cas. C'est-à-dire des personnes qui découvrent les vidéos, qui découvrent ce mode de vie, qui se lancent du jour au lendemain dans une cure de jus de pastèque, par exemple. Et alors les premiers jours, tout va bien, le train il accélère peinard, puis d'un seul coup, on se retrouve à 150 km/h, avec le train à fond, avec les petites fumées. Hein? Le train est à fond avec les petites fumées. On se rend compte que le conducteur qui nous avait accompagnés jusque-là,
Ah bah, non, mais je suis allé faire un petit somme tranquillement, hein, et qu'on est aux commandes tout seul. Et là on dit, je veux pas. Ben, il y a une forme d'inertie, c'est-à-dire que le train, eh ben, on ne tire pas le frein à main. Parce que si on tire le frein à main, c'est-à-dire qu'on essaye de bloquer la détoxination, déjà ça ne marchera pas et puis il va faire des tonneaux. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, une décélération progressive. Qu'est-ce que c'est que décélérer progressivement? Eh bien, c'est déjà arrêter d'apporter des aliments qui vont trop économiser l'énergie digestive et augmenter la charge digestive. Donc, ne pas aller vers des jus de pastèque, mais aller vers des fruits plus denses, voire réintroduire les légumes cuits et ainsi de suite. Il s'agit de ne pas s'intoxiquer, de ne pas en rajouter. Hein, donc l'entrecôte de bœuf par exemple, c'est pas recommandé. Par contre, le but, il s'agit d'augmenter la charge digestive sans tomber dans l'excès inverse qui serait l'empoisonnement. Bon, ben, augmenter la charge digestive, ça veut dire se diriger toujours pareil dans le cadre qui est physiologiquement adapté à l'humain, c'est-à-dire fruits et légumes, mais se diriger dans ce cadre-là vers ce qui est le plus dense, le plus lourd et qui va demander le plus d'énergie digestive. Hein. Donc particulièrement les légumes racines, les choses comme ça sont bien là-dessus. Cure de patates, hein, cure de patates, cure de carottes cuites ou en cru ou ainsi de suite, cure de bananes qui vont vraiment calmer le jeu. Des bananes, des salades, des patates, voilà, tout ça, ça va calmer le jeu. Utiliser des plantes médicinales pour favoriser la sortie par les émonctoires, mais voilà, il faut bien savoir qu'après, on aura beau passer à un régime banane, salade, patate, ben, il faudra quelques jours ou quelques semaines pour que ça se calme vraiment. Donc attention de ne pas lancer trop vite la machine, parce qu'après ben, on se retrouve et on se dit, ah mais comment on va gérer? Ben, comment on va gérer? Comment on peut? Quand la machine est lancée, elle est lancée. Quand on envoie un message au corps, nettoie, tu es lancé pour le nettoyage, et bien le corps il va se lancer réellement pour le nettoyage. Donc il ne faut pas après le regretter. Alors on parlait des effets de la détoxination, je vous disais que finalement, donc je disais les effets qu'on va ressentir, moins ils seront importants et mieux ça sera. Hein, c'est vraiment très important. Alors après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet potentiellement attribuable à la détoxination? C'est quand même bon à savoir pour éviter de s'affoler complètement quand il se passe quelque chose. Alors, vertige, nausée, écoulement divers, hein, par toutes les portes de sortie possibles. Alors quand je dis écoulement divers par toutes les portes de sortie possibles, ça veut dire, bon bien sûr, écoulement divers par les selles, par les urines, hein, par la bouche, par le nez, par les oreilles, par les yeux. Ça, c'est très très fréquent. Ça peut même sortir, paraît-il, par la commissure des ongles, là où ça peut sortir. Ah oui, moi j'ai eu ça, juste à la jointure des doigts. Juste à la jointure des doigts. Alors, juste à la jointure des doigts, des fois, on a la jointure des doigts et des ongles qui est très très douloureuse, hein, qui est rouge et très douloureuse. Ça signifie acidose. Acidose localisée à cet endroit-là. C'est-à-dire que ça, c'est une pseudo-porte de sortie et qui est saturée, qui n'arrive pas à sortir à ce niveau-là. Les caries dentaires. Ouais, non, les caries dentaires, non. Par contre, les abcès dentaires, oui. Les abcès dentaires, oui. Inflammation au niveau de la gencive, pareil. Après, quand c'est un peu plus lourd en termes de détoxination, s'il n'y a pas assez de portes de sortie, le corps les crée. Hein. Abcès divers, escarres divers, ben voilà, ça s'ouvre et ça sort. Philippe confirme, il lève le doigt, il confirme. Hein, ça sort par où ça peut. Hein. Donc si c'est pas bloqué, ben ça pousse et ça sort par où ça peut et par la peau en particulier. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, donc ça c'était les réactions normales. Les abcès qui s'ouvrent et tout, déjà on commence à être dans du bien costaud. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un bon résultat. Oui, alors après éruption cutanée énormément, ça c'est très très fréquent. La peau qui commence à avoir un mauvais aspect. La laine aussi, hein, qui commence à être mauvaise. Et je vous dis, c'est ce qui est toujours comique, hein, c'est quoi? Si on annonce à son entourage qu'on se lance dans un chemin de revitalisation et puis qu'il nous revoit 15 jours après, plein de boutons, hein, complètement épuisé, en train de filer aux toilettes toutes les 2 minutes parce qu'on est en train de se vider, ça ne fait pas très crédible. Donc il faut leur expliquer un peu ce qui se passe. Et le but, c'est de ne pas être dans cet état-là. Alors ensuite, donc, je vous ai dit, sang dans les selles, sang dans les urines, sang dans les écoulements nasaux, sang qui coule par les oreilles, sang qui coule par les yeux, sang qui coule par les doigts, ça peut, par les yeux, je l'ai vu. Pas chez moi, mais je l'ai vu. Sang qui coule par la bouche, bien sûr, assez fréquent.
Cathare digestive, ça veut dire que les selles deviennent extrêmement liquides, énormément d'élimination. Vertige, vertige fort, on va dire. Là, on est vraiment dans les symptômes moyens. Ouais, psoriasis pustuleuse, c'est-à-dire accélération d'élimination au niveau de la peau. La peau peut présenter toute forme d'affection à ce moment-là. Les oreilles aussi, vous pouvez avoir des otites, vous pouvez avoir des choses comme ça, c'est-à-dire inflammation, c'est-à-dire que ça ne sort pas, c'est saturé, c'est bloqué. Et toujours pareil, la réponse c'est 1, calmer le jeu, 2, favoriser la sortie par les portes de sortie. C'est parce que toujours pareil, il y a une inadéquation entre le rythme d'élimination de la cellule vers le sang et le rythme d'élimination vers les émonctoires. Donc, eh bien, on favorise la sortie par les émonctoires et on limite ce mouvement-là. Pour limiter ce mouvement-là, on charge digestivement un peu plus. Alors après, il y a les phénomènes vraiment lourds. Oui. On charge digestivement, on donne de la nourriture plus lourde. Plus lourde. Et oui. à la limite, moi j'ai fait une hémorragie vaginale. Oui, hémorragie vaginale, oui, bien sûr, j'ai oublié la voie vaginale. Bien sûr, la voie vaginale aussi. Alors après, dans les symptômes très très lourds, qu'est-ce qu'on peut avoir? Thierry, est-ce qu'on aurait pu penser à renforcer les émonctoires avant de commencer la détox? Oui. 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 Prendre des poudres avant pour se dire bon, autant là je suis. Bah, moi je dirais que le mieux, c'est d'y aller très progressivement. Mais par contre, dès le départ, de commencer avec les plantes médicinales à fond. Et par contre, au niveau de la diminution de la charge digestive, de commencer par introduire, au lieu de commencer par 1 litre ou 1,5 litre de jus par jour, la personne qui reçoit son extracteur de jus, elle ne change rien à son régime alimentaire, puis elle commence à en avaler 25 centilitres. Puis après, elle en boit 50 centilitres au bout de quelques semaines. Puis après, 75 centilitres. Puis quand elle est à 75 centilitres, par exemple, hein, eh bien, elle commence à éliminer les poisons majeurs, que sont le gluten et les produits laitiers. Puis elle commence à réduire sa quantité de produits animaux. Voilà, progressivement. Et ça peut se faire sur 6 mois, sur 1 an. Et c'est tellement confortable, c'est tellement facile. Franchement, il n'y a rien à gagner à aller trop vite, à part si on a une situation extrême. En fait, tes formations, c'est un peu dangereux. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas c'est déjà le... Pardon? Je veux dire, l'alimentation qu'on a ici, pour quelqu'un qui ne peut pas du tout commencer à prendre... Oh, ben, il y a quand même pas mal de bananes, de dattes, des choses comme ça. Si quelqu'un n'est pas trop à l'aise avec... Sur une semaine, ça ne suffit pas à lancer la machine trop fort. Mais oui, dans l'absolu, le problème c'est que je ne peux pas commencer à faire de la cuisine thaï asiatique parce qu'une personne est habituée à la cuisine thaï asiatique, hein, le cassoulet, ainsi de suite, la nourriture pour les crus, pour les instinctos, pour les végétaliens, pour les végétaliens italiens à tendance, je ne sais pas quoi. Ben, non mais réellement, ouais, c'est pour ça que peut-être que l'idéal, et c'est ce qu'on va s'orienter pour les années suivantes peut-être, ça va être de faire des séminaires à côté d'un camping, où on sera tous logés au camping de façon autonome, et où chacun s'alimentera de façon autonome. Comme ça, il pourra ne pas avoir trop de différence par rapport à son régime alimentaire classique. Hein? Donc ça pourrait être une solution pour éviter ces coups de frein. Oui. Moi, je fais l'expérience comme tous les autres ici, et je me suis aperçu que le deuxième jour, ou le troisième, je crois, j'ai fait toute une journée au jus. Je l'ai mangé le soir, parce que la veille, j'avais trop mangé. Et je me suis aperçu, je ne suis pas seul, j'en ai discuté avec pas mal d'entre nous, enfin plusieurs d'entre nous. On a eu aussi cette même tendance à manger abondamment, surabondamment par rapport à notre type. Donc ça, on en fait le constat très rapidement. C'est une forme d'apprentissage. Oui, c'est une forme d'apprentissage aussi. Et en même temps, proposer cette semaine d'apprentissage aux gens, je trouve ça intéressant aussi. Donc, il n'y a pas de solution idéale, je ne l'ai pas encore. Alors, je vous disais, phénomènes extrêmement impressionnants qu'on peut avoir, alors qui sont très très rares, mais il faut savoir que c'est possible. Surdité, totale, ponctuelle, perte d'audition. Moi j'avais les oreilles qui se bouchaient. Ouais, oreilles qui se bouchent, ouais, bien sûr, ça c'est un signe. Ça indique déjà que ça commence à saturer pas mal. Oui, acouphènes, bien sûr, ainsi de suite. Migraine, terrible, pression sur tout le crâne. Perte d'équilibre. Parce que quand c'est bien congestionné au niveau du cervelet, perte d'équilibre. On se casse la gueule, on tombe. Je suis tombée hier. On peut perdre la vue de façon ponctuelle. Ça, j'ai eu des témoignages. Perte de la vision. D'un œil, des 2 yeux, total. J'ai même connu une personne qui avait perdu la vision et la quasi-totalité de l'audition. Assez impressionnant. C'est venu Au bout de quelques jours.
crois que t'étais peinard, là, c'est pas pour retrouver. Ouais. Après, donc, il peut y avoir des malaises. Malaise vagaux. Alors, quand on pense malaise vagal, comme on disait hier, le nerf vagal permet de rejoindre le système nerveux entérique, c'est-à-dire le système nerveux des intestins, vers la partie céphalo-trachidienne, vers le crâne. Donc, malaise vagal, c'est la plupart du temps une intoxication par les intestins qui est réabsorbée, qui remonte directement au cerveau. Donc là, drainer à ce niveau-là. Cataplasme, balai intestinal, lavement, tout ça, ça y participe. De toute façon, en cas de crise d'élimination, traiter les intestins de façon urgente, c'est toujours la priorité. Les intestins et les reins de façon urgente, c'est toujours la priorité. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le balai intestinal en priorité. Pardon? C'est le premier, ça, le balai intestinal. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme phénomène? En fait, je crois qu'on n'a pas fait le tour, hein, mais... Paralysie. Oui, perdre des cheveux, ça c'est chronique, perdre des cheveux, des ongles, des dents. Et la fièvre. Oui, perte des dents, les dents qui tombent. Oh, la fièvre. Oui, fièvre, poussée de fièvre, je l'avais oublié, poussée de fièvre. Ça c'est très fréquent. Alors, selon l'intensité de la poussée, on va classer ça dans les plus ou moins graves. Hein. Mais on peut avoir de la fièvre, par exemple, qui est dit à 42. Excusez-moi, on y arrive pas sinon. 42,5, moi par exemple, qui est monté de 36 et quelques à 42,5 en 1h30, 2 heures de temps. Hein. Donc ça fait très rapide. Hein. Grosse poussée de fièvre, oui. Transpiration, bien sûr, liée à la fièvre. Alors d'ailleurs, comment traiter la fièvre? Ça, on en parle, on n'en a pas encore parlé. Que faire avec la fièvre? La fièvre, c'est une réponse adaptative du corps à une situation. Et c'est la meilleure réponse du corps. Qu'est-ce qui se passe quand on a de la température? On a une vasodilatation, on a une dilatation globale de tous les vaisseaux sanguins. On a aussi une vasodilatation, enfin une dilatation de tous les circuits lymphatiques. On a de l'œdème aussi qui se crée quand on a de la température, parce que tout se gonfle. Et donc on a un meilleur afflux des bactéries, des lymphocytes au niveau des zones infectées. La température est la meilleure des réponses du corps pour répondre à une situation de toxémie ponctuelle. Donc couper la température, c'est la dernière des choses à faire. C'est-à-dire que couper la température, c'est empêcher au corps d'avoir ses propres moyens de régénération. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser faire la plupart du temps. Et si ça monte trop haut, alors trop haut c'est quoi? Moi, trop haut pour un adulte, c'est au-delà de 43. Au-delà de 43, là, ça devient vraiment limite. Hein. Même si ça ne t'est jamais arrivé, parce qu'en mode à 38, je suis allongé. Après, chacun, c'est une décision individuelle complète. Hein. Moi, quand j'avais vu ma température monter, j'avais dit on ne coupe rien avant 43. Bon, à 42,5, j'ai accepté qu'on modère la température. Modérer la température, qu'est-ce que c'est? C'est proposer à la personne des bains à 1 degré et demi de moins que sa température. C'est-à-dire 42,5, on m'a fait un bain à 41 degrés à peu près. Pas de choc thermique. Alors pour les enfants, c'est plus limite. Hein? Pardon? Le poids peau. Ouais. C'est vrai que pour les enfants, c'est pas mal. Tout à fait. Porter l'enfant contre sa peau. Et puis bon, pour les enfants, voilà, c'est pour moi les critères pour les enfants. Alors déjà, chacun est son propre décideur pour ses propres enfants, bien sûr. Mais la précaution prévaut. J'avoue que si un enfant commence à s'approcher des 41, là je commence. Déjà je lui mets un bain un peu plus froid et puis voilà, je commence à me poser vraiment des questions. Hein, parce que ça... Si jamais la fièvre ne descend pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que là c'est un cas un peu extrême dans le sens où la fièvre ne descend pas et la solution pour toi c'est... Si la fièvre ne descend vraiment pas, je vois pas. Alors, s'il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est ce qu'on appelle les bains dérivatifs, pour modérer la fièvre. Donc les bains dérivatifs, c'est quelque chose qui a été introduit par une dame qui s'appelle Franklin, hein, qui consiste à appliquer une source fraîche au niveau de l'aine. Une poche de gel qu'on met au frigo et ainsi de suite. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, hein, sur le bain dérivatif, et c'est très utile. Pareil. En fait, le bain dérivatif, qu'est-ce que ça fait? Ça stimule la fonction émotorielle de l'organisme. C'est pour ça que quand on me dit une fièvre qui reste très haute pendant longtemps, si tu fais ce qu'il faut, elle ne va pas rester haute. Parce que la fièvre est en réponse à une toxémie ponctuelle. Tu te fais des applications d'huile de ricin, tu as besoin de quelques lavements. Bon, si la personne est épuisée par la fièvre, c'est pas possible. Mais tu dérives avec des plantes et des choses comme ça. Tu limites la charge digestive, surtout en période de fièvre, il ne s'agit pas de manger. Et tu vas voir que normalement ça devrait redescendre assez rapidement.
On ne doit pas rester en fièvre pendant des jours et des jours, hein, c'est pas bon. Déjà parce que ça épuise l'organisme, parce que la fièvre, c'est une situation exceptionnelle, la fièvre. Et ça demande énormément d'énergie à l'organisme. Quelque part, c'est une mobilisation d'énergie ponctuelle extrêmement forte. D'ailleurs, quand on sort d'une grosse fièvre, on est lessivé. J'ai enregistré moi une vidéo alors que j'avais juste terminé ma fièvre quand j'avais 42,5, quand j'étais redescendu. On voit mon visage, mais on dirait que j'ai couru un 200 km. Quoi. Je suis mais lessivé. Quoi. Je suis comme ça, je parle, j'ai l'air tranquille, on voit que je vais bien. Mais par contre, j'ai une tête mais épuisée au possible. J'ai brûlé de l'intérieur littéralement. Donc ça demande beaucoup d'énergie. C'est une adaptation très ponctuelle et très, très spécifique. Après, on la supporte pas tous pareil aussi, non. la fièvre. Moi, je vois mon fils, il peut rester à plus de 40 pendant 3 jours d'affilée, il va bien, quoi. D'accord. Aucun problème. Mais les bains dérivatifs, c'est ça, nous on va faire en même temps que le processus. On les a fait avec des poses de gel. Le bain dérivatif. Moi je ne suis pas très fanat, mais le bain dérivatif ça marche bien. Bah, déjà, pour les hommes comme pour les femmes, déjà si vous voulez faire du bain dérivatif en permanence, c'est déjà éviter de porter des sous-vêtements. Parce que finalement les sous-vêtements maintiennent une température artificiellement forte au niveau des parties génitales, alors que finalement, bon, le mieux c'est d'être brassé en permanence, mais déjà en ne portant pas de sous-vêtements, eh bien on est sûr de pouvoir avoir quand même un brassage d'air et donc une moindre température. Et l'élévation de la température au niveau des parties génitales est responsable d'énormément de perturbations au niveau du corps évidemment qu'on ne mesure même pas. Mais c'est tout l'intérêt des bains dérivatifs, c'est de ramener de la fraîcheur à cet endroit-là et ça permet une élimination qui est bien meilleure. Tout à fait. Donc la détoxination. Alors je vous avais dit que je vous parlerai de quelques techniques un petit peu de détoxination, des aides, des palliatifs. Alors les plantes, on y reviendra vraiment cet après-midi. Donc l'utilisation des plantes médicinales pour favoriser les émonctoires, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que l'approche hygiéniste doit passer sans les plantes. Sans les plantes, sans les légumes, sans rien. Alors, à titre personnel, j'ai pensé ça et j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc voilà. Hein. Et j'ai changé. J'ai changé pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle le pragmativorisme. Hein. C'est de se rendre compte que finalement, eh ben, avec, on est mieux que sans. Vraiment, avec, on est mieux que sans. C'est-à-dire qu'en matière d'élimination, je pense que les organismes sont beaucoup trop épuisés actuellement pour arriver à tout gérer par eux-mêmes. C'est-à-dire à la fois ils sont beaucoup trop épuisés et à la fois la charge toxique est trop importante. Donc j'ai vu qu'avec les plantes médicinales, bien, ça a aidé fortement. C'est toujours pareil, il s'agit de ne pas rentrer dans la surstimulation éliminative. Donc il faut trouver la bonne quantité, mais c'est une très bonne solution. Ensuite, je vous ai parlé des lavements. Lavement extraordinaire parce que ça évite l'auto-intoxication au niveau du côlon. Hein? Pourquoi? Parce que finalement au niveau du côlon il y a énormément de toxines qui sont rejetées. Si on les laisse stagner à cette vitesse, à cet endroit-là parce que le balayage intestinal n'est pas assez rapide pour les éliminer, eh bien elles repassent directement au niveau de la muqueuse intestinale et elles reviennent réintoxiquer le sang. Donc si on a notre côlon qui est comme ça, pour éviter que ce qui sorte re-rentre aussitôt et intoxique, eh bien, il faut exercer un balayage important dans ce sens-là, une circulation importante. L'utilisation du balai intestinal, donc des mélanges de plantes, est très bon, mais de manière très ponctuelle, le lavement, à condition que la personne ne soit pas épuisée, les lavements sont très bienvenus. Vraiment très bienvenus. Ensuite, donc, il y a les cataplasmes à l'huile de ricin qui sont extraordinaires. Il y a, oui. Ce sujet, est-ce qu'il y a des contre-indications, des situations où il ne faut pas utiliser? L'huile de ricin, j'en connais pas. Je ne connais pas de situation où il ne fallait pas utiliser l'huile de ricin. Oui. Moi j'ai vu de l'huile de ricin quand j'ai fait un premier jeûne avec un moine ayurvéda, on m'a fait boire de l'huile de ricin. L'huile de ricin est un purgatif drastique quand on le prend en interne. Moi je me méfie de ces choses-là, c'est quand même très puissant pour le nettoyage. Et la cathare digestive qui s'ensuit est très puissante. Je n'ai jamais utilisé en interne. Je préfère utiliser des mélanges de plantes par exemple qui sont quand même beaucoup plus doux et dont on maîtrise plus les effets. Mais bon, si le gars maîtrisait son truc, il est responsable de ce qu'il fait quoi. Après, l'huile de ricin, on ne pourrait pas se faire un peu les jours pour aider à
Même si c'est pas forcément dans une situation là. Oui, on peut se faire des cataplasmes assez régulièrement, oui. Finalement, c'est un moyen de nettoyer quoi. C'est un moyen de nettoyer, oui, mais bon, le but c'est quand même que les émonctoires fonctionnent normalement et il faut qu'on n'utilise pas un auxiliaire sans cesse, parce que bon, se placer un machin sur le ventre ou sur les reins 1 heure par jour, ben, c'est extrêmement contraignant, et je ne suis pas sûr qu'à long terme ça ne soit pas plein de contre-indications aussi. Ben, moi c'est une situation que j'ai toujours utilisée de façon ponctuelle et parce qu'il n'y avait rien d'autre qui marchait. Il y a une autre technique qui permet une élimination majeure, mais là c'est pas à utiliser en période de crise, mais c'est pour prévenir les crises, et ça demande des personnes qui ont une bonne énergie déjà, mais je tiens quand même à la décrire parce qu'elle est très très puissante. C'est ce qu'on appelle les enroulements froids. Alors les enroulements froids, ça consiste à prendre un bain dans une baignoire à la température la plus élevée que vous puissiez supporter. Donc chaud. Ah, chaud. Chaud. Ah oui, d'accord. C'est un enroulement froid, mais c'est du chaud. Donc enroulement froid, on prend un bain à la température la plus élevée qu'on puisse supporter. Pendant ce temps, on a une serviette qu'on a placée au congélateur, quelques heures avant. On a placé une serviette de toilette assez grande pour nous entourer complètement au congélateur. On prend un bain très chaud. Si on veut que ce soit encore plus efficace, mais par contre je déconseille les premières fois, mais si on veut que ça soit encore plus efficace, on peut placer un peu de gingembre, on peut placer un peu de piment dans l'eau. Hein? On peut. Ensuite, on sort du bain et immédiatement on demande à quelqu'un de nous entourer avec la serviette directement sortie du congélateur. Alors, faut pas s'affoler, on ne ressent pas la morsure du froid, du tout. On est tellement chaud qu'on ne ressent rien au niveau de la morsure du froid. À ce moment-là, on s'allonge, il faut faire ça le soir, on s'allonge, on se met énormément de couverture sur soi et on reste avec cette serviette toute la nuit. Au petit matin, on va voir la serviette, quand on l'enlève, elle est noire, elle est marron, elle est noire tellement elle a drainé au travers de la peau. C'est impressionnant. Si vous voulez avoir un effet encore plus efficace, alors pas les premières fois surtout parce que c'est déjà très puissant, on peut passer au moment de la sortie du bain, juste avant de mettre la serviette, on peut passer une pâte faite par exemple de graines de moutarde, ou alors une pâte d'ail, ou une pâte d'ail de piment et de gingembre, à ce niveau-là. Ça brûle pas? Non, pas particulièrement sur le plat, ça voilà. Légèrement, il s'agit de chacun de trouver sa technique. Mais attention, attention, uniquement après l'avoir fait des tas de fois. C'est lourd, mais ça permet une vraie détoxination profonde. Ça peut être intéressant pour les personnes qui détoxinent beaucoup par la peau et qui ont du mal à faire sortir. Qui ont des problèmes de peau, ça c'est très puissant pour tirer au niveau de la peau. Pour nettoyer vraiment la peau de façon drastique. La serviette, elle est sèche ou humide? Sèche. Alors, on va parler de ce que je préfère. Le sauna. Alors, contrairement aux techniques précédentes, le sauna est vraiment très agréable. On me demande souvent entre sauna et hammam. Le hammam, c'est un lieu qui est saturé en humidité et qui est beaucoup moins chaud que le sauna. En termes de détoxination, ça n'a pas du tout les mêmes vertus. Pour que un sauna soit thérapeutique, particulièrement pour qu'il permette à moyen terme l'élimination des métaux lourds, il faut que sa température soit supérieure à 90 degrés. Supérieure à 90 degrés. Nous on a un sauna là à côté d'ici. Quand on est tout en haut, parce que ça fait des marches là dans le sauna, quand on est tout en haut, on est à environ 110 degrés. Donc là c'est impressionnant. Attention, pas porter de bijoux. Moi si je me mets ça sur la peau, par exemple, ça brûle. Ouais. Alors, il ne faut pas tout de suite, non, il vaut mieux commencer en bas. Alors, la pratique du sauna thérapeutique, elle est assez codifiée. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire de multiples allers-retours et non pas de rester longtemps la première fois. C'est-à-dire que la première fois où on rentre, on va rester maximum 15 minutes. Maximum. On dit souvent 10 minutes, mais on va dire 15 minutes. Quand on sort de ces 15 minutes, eh bien, il doit y avoir automatiquement une douche froide ou alors un bain froid. Là où on est, nous, il y a un bain à 14 degrés. On rentre dans le bain. Pas longtemps, mais on rentre dans le bain. Quelques secondes, ça suffit pour avoir ce côté froid qui va drainer les toxines immédiatement. Et après, on s'allonge.
dans un endroit de repos qui normalement doit être prévu, à peu près le même temps qu'on est resté dans le sauna. À ce moment-là, on retourne dans le sauna et on va y rester à peu près 10 minutes. On ressort, bain froid, allongé pendant 10 minutes. Et on continue ça autant de fois que l'on veut, en sachant que les premières fois on peut rester 15 minutes, mais après 10 minutes ça devient déjà beaucoup, et après à la fin, si on fait ça 5-6 fois de suite dans un sauna qui est très chaud, les dernières fois on reste 4 minutes, parce qu'au bout de 4 minutes on est déjà... voilà. Alors attention, le sauna prend quand même beaucoup d'énergie. Donc attention de ne pas se ruiner au sauna, de ne pas envoyer une personne qui est trop faible et ainsi de suite, parce que ça peut être extrêmement délétère. Oui. J'ai fait du hammam et à chaque fois ça me fait des maux de tête incroyables. Alors je ne sais pas si c'est végétation ou d'autres, un des deux, pas les deux. Et du coup, j'adore ça. Il y a la plus petite dose quand tu fais ça. Il faut savoir respirer aussi dans un hammam. C'est-à-dire que si on prend l'air par la bouche, ça va faire un effet un peu... Si on respire par le nez, ça nettoie les poisons nasales. Ouais. Moi j'aime pas les hammams techniquement parce que je trouve que c'est quand même cette vapeur d'eau très très chaude peut être très agressif pour les muqueuses. En même temps je connais des gens qui adorent, comme tu vois. Pas le sauna. Mais voilà, qui n'aiment pas le sauna. Le sauna, ça suffit. Sauna sec, ça suffit. En termes thérapeutiques, le sauna est plus puissant que le hammam. Après il y a aussi le ressenti individuel. Le hammam est quand même une très bonne chose, mais en termes de détoxination très profonde, alors quand je parle de détoxination très profonde aussi, c'est pour ça que certaines personnes me disent je vais au sauna et après j'ai des énormes maux de tête, j'ai des énormes... Ah oui, c'est normal, c'est de la détoxination très profonde. Voilà. Après il s'agit de trouver les bonnes doses, la bonne fréquence et ainsi de suite. Moi ce que je sais c'est que lundi, par exemple, il va y avoir le cours de permaculture. Tayo sauna, j'en rêve depuis 3 semaines. Je n'en suis pas fait depuis 3 semaines, là j'en rêve depuis quelque temps. Tout à l'heure, dans les enroulements froids, tu n'as pas dit combien de temps on reste dans le bain chaud? Au moins une bonne vingtaine de minutes, de manière à faire bien chauffer le corps, jusqu'à sentir que ton corps est bien chaud. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre technique un petit peu pour soutenir la détoxination? Eh bien, le brossage à sec de la peau, extraordinaire. On n'en parle pas assez, mais il y a énormément de personnes qui sont bloquées au niveau de l'émonctoire peau. Or, c'est une très grande surface d'élimination que la peau. Donc, vraiment à privilégier par-dessus tout. Un brossage à sec tous les matins. Avec quoi? Avec une brosse. Quel genre de brosse? Ouais, je vous la montrerai tout à l'heure. Alors, la meilleure des brosses que j'ai trouvée moi, qu'on trouve sur le net, vraiment pas très très chère, c'est une brosse qui est faite en fibre d'aloès. Le tronc central de l'aloès, quand elle passe sa fleur, quand elle va mourir, elle fait une immense fleur, l'aloès. Et bien, dans ce tronc central, il récupère des fibres et ça fait une brosse qui est idéale pour la peau. Elle est suffisamment dure sans l'être trop, et vraiment elle est extraordinaire. Et ils vendent des brosses là, sur le net qui sont faites à partir d'aloès. Je vous la montrerai tout à l'heure, je l'amènerai. Pour le visage, c'est la même que Pour le visage, j'en utilise une plus douce. Est-ce que les gants de soie, ça... C'est pas le même effet. Comment ça? Les gants de crin non plus. Donc franchement, rien ne vaut la brosse. C'est carrément la brosse. Pour le visage, alors là, moi j'en ai trouvé une. Il s'agit d'en trouver une qui ne soit pas trop dure pour le visage, pour ne pas quand même agresser. Mais vraiment pour le visage, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, par exemple, c'est extraordinaire. Comme ça peut nettoyer le visage. Et au niveau de la peau, pareil, c'est extraordinaire ce que ça fait. Quelqu'un peut récupérer une belle peau, une relative belle peau en quelques semaines. Vraiment, c'est stupéfiant. Et une sensation de bien-être quand on se brosse. Alors, par rapport au brossage, je crois qu'on l'avait évoqué en début de cours, il y a des gens qui me disaient, ouais, est-ce qu'il faut brosser dans le sens de circulation de la lymphe? Et je disais, c'est comme pour le massage lymphatique, le drainage lymphatique, je crois que ça ne sert à rien d'accélérer la circulation de la lymphe. Donc moi, personnellement, je me brosse. J'y vais, je me brosse. Je fais des allers-retours. C'était extrêmement fastidieux pour moi de faire que des allers parce que ça me paraissait pas naturel. Bon, après, s'il y a des gens qui sont branchés par le truc lymphatique, pourquoi pas. Brossage quotidien. Quotidien. Franchement, 5 minutes le matin, c'est... Voilà. C'est un plaisir, quoi. Ça fait plaisir. C'est bon hein, sur les Ça doit activer la circulation. Moi, l'endroit que j'adore, c'est sur le visage, au niveau là, de la pliure du nez. J'adore faire comme ça avec la brosse, la plier, écarter là. Ah, ça, j'adore. Ça doit activer la circulation sanguine en périphérie. Complètement. Ça active l'élimination, ça active tout ça. Ah oui, non, aucun problème. Aucun problème. Sur internet, je donnerai. Ça s'appelle Yerba.
Yerba, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas. Je vais vous la retrouver tout à l'heure, je vous l'amène et puis on verra ça. Quoi. Donc voilà, au niveau technique, oui. Si je peux dire, moi je brosse depuis 1 mois et demi au moins, ou peut-être 2 mois déjà. J'ai une peau très très sèche et c'était impossible que je reste sur le visage ou sur les jambes ou sur le corps sans crème. Et donc ça devait de plus en plus de crème, avec des crèmes qui étaient de moins en moins efficaces. Et depuis que je me brosse, il n'y a plus de crème du tout. Alors c'est pas ça a été concomitant avec ton changement alimentaire? Le changement alimentaire est un peu... Non. D'accord. Parce que ça vient aussi peut-être du changement alimentaire et de la désacidification. Voilà, les deux en même temps. Parce que ma peau, elle n'est pas géniale du tout. Et bon, mais j'ai plus besoin de mettre de crème, ça c'est certain. Et c'est vraiment lié à la brosse. Ah oui, non mais moi je suis quelqu'un qui portait de la crème en permanence. Je veux dire même maintenant, c'est très, très récent pour moi, ça fait simplement quelques mois. Le seul moment où je me mettais de l'huile de coco sur le visage, c'était quand je me rasais. Et bien maintenant, j'ai même plus besoin. Je me rase comme ça, moi je me rase avec de l'urine, hein, et ensuite je mets rien du tout. Rien dessous, et ça va très très bien. Pourquoi de l'urine? Je sais pas, c'est Philippe, ici présent, qui m'a dit essaye de te raser à l'urine, tu vas voir ce que ça va faire. Ben, moindre usure des rasoirs, ça glisse tout seul, c'est absolument fabuleux. Moi avant je me rasais à l'eau avec du savon d'Alep, mais alors franchement maintenant, je fais pipi dans un verre, je trempe mon rasoir, je ne me prépare pas la peau, je trempe simplement mon rasoir dans le verre, je me rase avec ça, c'est fabuleux. Fabuleux. Laissez les rasoirs à la lune. Pardon? Laissez les rasoirs à la lune. Ouais. Mais ouais, mais les rasoirs sont bien économisés avec ça et franchement ça glisse tout seul, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Oui, au niveau de l'hygiène de la peau, tu peux te mouiller tous les jours. Par contre, tous les produits que vous appliquerez sur votre peau ont tendance à être agressifs. Ça, il faut le savoir. Savon d'Alep y compris, qui est très acidifiant et très asséchant pour la peau. Si vous avez des cheveux secs, par exemple, pareil pour les cheveux. Hein. Moi, je ne me suis pas lavé les cheveux, donc je n'ai pas passé un produit sur mes cheveux maintenant depuis 1 an et demi à peu près. Et franchement, enfin, je veux dire, je mets quiconque au défi de me dire qu'il y a la moindre odeur sur mes cheveux, qu'il y a la moindre... voilà, hein, tout le monde ne va pas les sniffer, mais franchement, il n'y a aucun problème de ce côté-là, quoi. Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, je vais te dire, c'est très simple. Bon, pour moi encore, c'était pas cataclysmique les cheveux, mais pour Marina, pour ma femme, c'était horrible. C'est-à-dire que elle, quand elle se lavait les cheveux, ça faisait un énorme volume, donc elle ne savait que faire. Et quelques jours après, c'était horrible parce qu'ils s'étaient, enfin voilà, ils s'étaient tous amalgamés et tout. Et c'est elle qui a lancé le mouvement parce qu'elle avait reçu un message de quelqu'un. Elle m'a dit on va essayer. Donc pas du tout laver. Pas du tout laver. Et elle, laver à l'eau, rincer à l'eau. Et encore, moi je vais te dire, rincer à l'eau, c'est tous les 6 mois en fait. Et à l'eau froide. Moi c'est mieux à l'eau froide. Si je le fais à l'eau chaude, ça cartonne. Bon, j'ai jamais aimé les douches. Quand j'étais petit, j'ai demandé à être autonome au niveau des douches, au niveau de ma mère, parce que je détestais prendre des douches. Je m'enfermais dans la salle de bain, j'allumais le truc, j'humidifiais un peu la serviette et puis je restais à côté de la douche, quoi. Donc j'ai toujours détesté l'eau. J'aime pas l'eau. J'aime pas l'eau, vraiment pas. Et mais moi, alors vraiment, que ce soit pour l'état de la peau ou l'état des cheveux, alors dans les premiers temps où on arrête de se laver les cheveux, il faut se les brosser 2 fois par jour, vigoureusement. Et là encore, maintenant, tu vois, là, ils sont pas super beaux ces derniers jours parce que je les brosse pas. Ça fait plusieurs jours que je ne les ai pas brossés. Les cheveux gagnent à être brossés. Pourquoi? Parce que le film gras qui est à la base du cheveu se dépose sur tous les cheveux. Et vraiment, ils sont magnifiques, les cheveux. Tous les gens qui ont fait ça témoignent, les cheveux sont magnifiques. Les gens qui ont des problèmes de démangeaison au niveau du crâne, ça disparaît complètement. Ça se rééquilibre naturellement. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Moins on en fait, mieux on se porte. C'est purement hallucinant. Oui, pareil pour la peau, le lavage et ainsi de suite, c'est merveilleux. J'ai oublié de dire que j'utilise plus du tout de savon. Ouais. Alors, ceci, à condition, bien sûr, d'avoir un régime physiologique, enfin un régime alimentaire qui me le permette. C'est-à-dire que la plupart du temps, la peau est un émonctoire, c'est-à-dire que ça laisse sortir toutes les odeurs. Donc, sérieusement, il y a des tas de personnes à qui je ne vais pas parler de cette technique-là si je veux pouvoir les fréquenter. Ça va être monstrueux. Monstrueux, parce que ça sent le Fennec, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut dire. Des fois, on rentre dans une chambre le matin, c'est ignoble, ignoble cette odeur. Ça te dit commencer dans les intestins, c'est horrible. Donc voilà, c'est...
en termes d'aide à la détoxination, voilà un petit peu les techniques. Je suppose que l'eau des piscines, c'est pas... À part les piscines sans chlore. Il y en a peu. Tu devais parler aussi des bains alcalins. Oui, les bains alcalins. Les bains alcalins, pareil, ça c'est une très bonne technique pour s'alcaliniser, très facile. Les bains alcalins, ça consiste à... Je vous montrerai, il y a un livre là qui est sorti par un naturopathe, enfin qui est sorti, qui est vieux, hein, qui est très très vieux, que je vous sortirai là tout à l'heure, que je vous amènerai, c'est un gars de l'Est, je ne sais plus son nom qu'on m'a envoyé, qui parle beaucoup des bains alcalins, qui est un très bon naturopathe, un très bon livre en français d'ailleurs, pour comprendre un petit peu l'hygiénisme, finalement. Ouais. Il existe en français, il a toujours été écrit en français, il n'est même pas traduit en anglais pour une fois. Je vais vous le sortir tout à l'heure, j'y pense vraiment. Et donc lui, il décrit la technique des bains alcalins qu'on a testé pas mal de fois et qui est très efficace. C'est-à-dire, c'est de faire des bains soit avec du sel de mer dilué, soit avec du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude étant le plus indiqué. Dans le livre, il donne les proportions pour les regarder tout à l'heure. Donc on peut faire des bains de corps entier, sinon on peut faire simplement des bains de pieds, qui sont vraiment extraordinaires pour drainer au niveau de la plante des pieds. Il y a une capacité de drainage importante. Et ça permet vraiment, alors particulièrement pour des personnes qui ont des problèmes pendant la détoxination au niveau de la peau, hein, pour la peau qui tire, la peau qui pique et ainsi de suite, eh bien des bains alcalins, même des pieds simplement, ça résout énormément de problèmes. Bain de siège. Pardon ? Bain de siège. Bien de siège aussi, oui, tout à fait. Toutes les parties. Hein. La durée, la température de l'eau, ça y est aussi. Je sais pas, je vais regarder ça pour te répondre. Nous on a l'habitude de faire des bains de pieds pendant, je sais pas, une demi-heure, un truc comme ça, le temps que l'eau refroidisse, quoi, quelque part. Hein. À ce moment-là, ben voilà, on passe à autre chose. Donc oui, les bains alcalins aussi sont une très très bonne chose. Disons que pour moi, il y a le traitement au long terme, et qui est le plus efficace et le plus profond, c'est tout ce qui est l'utilisation des plantes médicinales. Pour moi, elle est vraiment fondamentale et j'ai vu tellement de différences. Après, il y a toutes les autres techniques qui sont plus ou moins des techniques d'urgence, mais qui sont très bonnes à connaître. L'huile de ricin étant la technique de la plus grande urgence, les bains alcalins étant plutôt des techniques qu'on peut appliquer tout le temps, les enroulements froids étant des techniques qu'on peut faire de temps en temps si on se sent l'âme d'un cow-boy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lavements, on peut s'en faire régulièrement, très bonne chose aussi. C'est quoi régulièrement? C'est quoi la fréquence? Je sais pas, il y a Est-ce que c'est agressif? Ça dépend des tables d'avant-gramme. Moi je dirais que, par mon expérience, hein, je dirais que 2-3 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Moi, au début, je l'ai fait tous les jours, 2 fois par jour. Les autres essais, il y avait des tests, t'avais pas de colis, t'avais pas de... Non, au contraire. Moi, ça me fait... Lavement. J'ai cru lire ou me souvenir qu'il y avait quelque chose lié à... Comment ça s'appelle? Thérapie du côlon. Thérapie du côlon. Il y avait quelqu'un qui disait que ça avait un grave inconvénient, c'est que ça changeait la charge électrique de la muqueuse de l'intestin quand on est par exemple. Non. Bon, il y a beaucoup de peur hein, par rapport au lavement, à l'hydrothérapie du côlon. C'est clair que ça paraît pas naturel. C'est clair que tout ça. Sauf que ce que je sais, c'est que, bon ben, par mon expérience et puis parce que j'ai lu énormément chez Norman Walker particulièrement, qui est quand même une preuve vivante de par sa vie, de par son énergie et tout, et il a été quasiment sauvé lui par les lavements, par les travaux aussi quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Arnold Ehret et Bernard Jensen, qui sont 2 grands hygiénistes aussi, qui pareil ont démontré par leur vie aussi la probité de ce qu'ils présentaient. Je me suis rendu compte que ça a beau ne pas être naturel, c'est très puissant et c'est très très aidant, vraiment extrêmement aidant. Mais si tu as, imaginons dans l'idéal que tu t'es détoxiné, que tu as une alimentation frugivore, normalement ton corps doit éliminer naturellement, donc tu n'as plus besoin d'avoir... À condition qu'il ait assez d'énergie et ainsi de suite. Mais oui, au bout d'un certain temps, ça devient de moins en moins nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Mais ça dépend des gens, ça dépend quand exactement. Voilà, il faut voir exactement. Chacun a de sentir son rythme. Est-ce que le changement de couleur des cheveux, est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose sur l'intoxication? Non, à part quand ils deviennent blancs, enfin oui, quand ils deviennent blancs. Moi par exemple, je suis née, j'étais blonde, mais vraiment blonde comme l'été, quoi. Et j'ai jamais pris de coloration petit à petit. Enfin, je suis blonde, quoi. Ils sont assombris. Ouais. J'ai pas d'idée. J'ai mon intuition et j'ai pas d'idée. Pour moi, l'intuition, c'est que c'est exactement comme les yeux. C'est-à-dire que l'assombrissement témoigne d'un engorgement.
mais je ne peux pas te le certifier. Ça va être très facilement démontrable, mais je ne suis pas assez spécialiste de la minéralisation des yeux, des cheveux et de la coloration des cheveux, la pigmentation. Il faudrait que j'y penserai, je vais le noter et je vais faire quelques recherches pour essayer de comprendre ça. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que le blanchiment des cheveux aussi peut être lié Le blanchiment est lié à une déminéralisation. Là, directement. Et pour les yeux qui baissent de façon anormale pendant une petite période, que ce soit pour je sais pas, une vue qui est moins bonne, c'est dû à quoi? C'est une histoire de condition encore? Alors, c'est lié, bon, déjà à la capacité d'accumulation de l'œil, donc là c'est au niveau musculaire, donc fatigue globale. Et puis après, l'œil, c'est des cellules avec des circuits, des vaisseaux sanguins et de la lymphe dans l'œil. Et ce qu'on appelle la cataracte ou des choses comme ça, l'opacification, c'est soit des dépôts calciques au niveau des vaisseaux, soit c'est de la lymphe épaisse qui t'empêche de voir automatiquement. Et les petites choses que tu commences à obscurcir ta vitre doucement, c'est de la lymphe. Je vois très souvent, moi, des yeux sur lesquels on voit cette espèce de film là blanc qui est en train de se déposer, c'est de la lymphe qui se dépose partout. C'est de la congestion simplement. Simplement. Les yeux répondent exactement aux mêmes conditions. C'est pour ça que le modèle est extraordinaire, parce qu'il est déclinable de tas de façons. J'ai remarqué qu'après un séjour au bord de la mer, donc c'est tout de même tous les jours, ma peau elle est bien, et elle est grasse, et puis dès que je rentre à la maison, je pèle comme un serpent. Oui, mais le sel est très alcalinisant. Il peut être très agressif, mais il peut être très alcalinisant aussi. Ça veut dire que le sol est petit, alcalinisant? Non, ça veut dire que quand tu étais au bord de la mer, tu avais un apport alcalin qui était très positif pour toi. Avec le soleil, aussi l'action du soleil, de nettoyage sur la peau, qui est vraiment essentiel. Donc oui, tu sais, quand on est au bord de la mer, la plupart du temps, on est beaucoup plus dénudé, et ainsi de suite, ça reste mieux, ça fait mieux. En plus, c'est des périodes où on est plus relax, parce qu'on est en vacances, voilà, donc plus d'énergie, tout est corrélé, quoi. Comment ça va, Laura? Très bien. Super? Oui, j'ai faim. T'as faim? Super. Ah oui, non, moi les yeux sont nettement éclaircis, oui, tout à fait. Mais on le verra quand on fera la petite introduction à l'iridologie, on la fera demain soir. On fera un petit truc, mais on profitera de la nuit demain soir là, pour se faire une petite introduction à l'iridologie. Il faut un peu de la nuit pour mettre l'écran. Et on fera une petite introduction juste pour vous mettre en appétit. Moi, c'est ma passion. C'est-à-dire que vraiment, l'iridologie, c'est le truc... pour moi, l'iridologie sans l'hygiénisme, ça n'a pas de sens, mais les deux doivent se combiner. C'est pour ça que j'ai prévu, là, dans ma tête, je me suis fait un programme sur 3 sessions et 3 niveaux. Le premier, c'est les bases de l'hygiénisme. Le deuxième, c'est l'iridologie. Puis le troisième, ce sera une autre dimension, la dimension beaucoup plus pratique de l'accompagnement. Et puis d'autres évolutions même au niveau hygiénisme, au niveau physiologie. Mais le deuxième niveau, je voulais que ça soit l'iridologie, parce que l'iridologie, même sans avoir un appareil photo top niveau, on peut très bien, moi la dernière fois, je sais plus avec qui je discutais, puis j'ai regardé, et en discutant, moi, c'est le truc, je fixe les yeux, je fixe le fond des yeux, quoi. Et là, je me suis dit, hop là, le rein droit, là, il est flingué. Non, mais tout de suite. Et j'ai parlé avec la personne, c'était le cas. Le rein droit, là, ouais, parce que voilà, ça se voyait beaucoup. Mais simplement avec une petite loupe à 20 €, on peut regarder pas mal déjà. Le top, c'est d'avoir un super matériel, mais ça vaut un bras, quoi. Mais simplement avec une loupe, on peut faire beaucoup. Ou avec des appareils photo basiques, on arrive déjà à faire un bon petit travail qui permet de savoir un petit peu de ce qu'on a. Donc oui, on fera ça demain soir. Je peux poser une question sur la cataracte? Vas-y, aussi. Moi j'ai la cataracte sur un œil et qui s'est beaucoup empirée cet été. J'ai l'impression que c'est parce que j'ai un peu lâché justement la nourriture crue, je me suis un peu laissée déborder. Je me suis sentie pas très bien à cause de ça, mais la cataracte elle a augmenté. Et donc en fait je ne vois que d'un œil, ce qui est de plus en plus gênant, je ne veux pas me faire opérer. Et on me garantit que le deuxième œil sera atteint sous peu si je ne me fais pas opérer, tout ça. Enfin bon, j'ai des petites pressions comme ça. Des grosses? Ouais. C'est ça, des grosses pressions. Oui, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une certaine frayeur parce que je vois vraiment que d'un œil.
Au niveau des je yeux, il me y a... mets du citron dans l'œil, Oui, dans les yeux. tu le fais? Oui, Oui. je l'ai fait justement tout cet été. Là. Ouais, pur, hein. Pur, oui. Et moi j'ai pu... Enfin, c'est de pire en pire. Quoi. C'est de pire en pire? Oui. Tu peux essayer En des revanche, bains? j'ai retrouvé de la vue avec l'œil qui a la cataracte. Ah, attends, c'est de pire en pire, ça retrouve la vue. Derrière la cataracte, si tu veux, je vois net, je peux voir net, alors qu'avant je ne pouvais plus voir net avec cet œil-là. D'accord, tu as quand même la cataracte. Mais voilà, j'ai la cataracte, mais j'ai un flou total et qui fait que si j'avais Il y a deux une yeux plante, comme ça, je ouais. verrais rien. Il y a une plante au niveau oculaire qui est absolument fabuleuse, c'est celle qu'on appelle le fraise. E-U-P-H-R-A-I-S-E. Moi j'essaierai vraiment des bains oculaires avec de l'eau de fraise. Pour l'action sur la cataracte, je vais regarder en détail là, et je te réponds tout à l'heure. Hein. Je me souviens plus que j'avais fait un mélange de 2-3 plantes pour une personne où j'avais réfléchi une fois. Donc je vais aller reprendre le document que j'avais fait pour elle pour te dire ça. C'est entre autres pour ça oui, que j'ai acheté un bol d'air jacquier, moi, parce que ça agit beaucoup sur les yeux. Et le bol d'air jacquier, ça fait plus d'1 an que j'utilise. Ouais. Et je prends aussi de la silice. Ouais. Du silicium organique? Oui. Du G5, des trucs comme ça? Non, pas du G5, parce qu'il paraît que il fait des calculs. D'accord. Bon. Et si Donc, je vais regarder mon minute et je te réponds. Et si tu essayais la maroni, tout simplement? Lui, il a gagné des dixièmes comme ça, en faisant des bains d'urine. Des bains d'urine, hein. Oui. Il a Quand gagné il se rasait, il s'en envoyait un peu dans les yeux. Des bains d'yeux? Oui, avec un verre, une petite œillère. Et après avoir un régime quand même. Bah, on est cru. Depuis quoi. combien de temps voilà, Ah non. Enfin, pas trop. Et le rhino, on le fait depuis 50 ans. Et l'urino, moi je le fais depuis 30 ans. Et tu pourrais essayer. J'ai une question, j'ai des acouphènes que j'ai constaté depuis 3 ans, bon, ils sont suffisamment légers pour pas que je me prenne la tête, mais est-ce que tu sais comment se débarrasser? Se débarrasser. Les acouphènes, hein, c'est comme les chirurgies ponctuelles, c'est vraiment une question de pression au niveau de la boîte crânienne. Hein. Alors après, tu as des solutions locales hein, pour aider, c'est les bougies optiques par exemple, hein. Les bougies auriculaires, je ne sais pas si tu as déjà essayé ça. Et en flamme, voilà, exactement. J'entendais dire que c'est pour les dangereux. Dangereux pourquoi? Non. Non, moi je trouvais. Alors je pense pas que ça résolve complètement le problème, mais ça peut aider. Ça peut vraiment aider. En fait, ça crée une dépression et ça ramollit les cérumen, des choses comme ça. Mais c'est vraiment la décongestion au niveau de la tête qui aidera beaucoup. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi une surpression à l'intérieur de la boîte crânienne? Ah oui, oui, c'est quand je dis pression, c'est ça, c'est surpression. Une surpression de quoi? De la lymphe. Congestion. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des migraines? Non. Bon, donc c'est léger. Trouble de l'équilibre? C'est léger alors. Ça devrait changer assez rapidement, mais en travaillant sur les intestins particulièrement. Mais je te dis, en local, tu peux peut-être essayer avec les bougies OPI, hein, les bougies auriculaires, un peu d'huile de ricin aussi qui va aider à la décongestion, tu vois, dans le creux d'oreille, à voir. Qu'est-ce que tu penses des bains d'argile? C'est une très bonne chose. Ouais, non, franchement, l'argile, moi j'ai pas trop l'habitude d'utiliser, Marina l'utilise énormément. Et non, l'argile aussi, pareil, il y a des capacités absorbantes et absorbantes absolument fabuleuses. En ostéo-articulaire, c'est fabuleux. Les bains debout, moi j'adore les bains debout. Il y en a qui la boivent aussi, la métal. Ouais, tout à fait. Les bains debout, tu fais tout avec... Je me méfie un peu plus, moi, avec l'argile en interne, parce que ça absorbe énormément. Ouais, donc... Oui, il y en a très peu, j'en ai mis très peu dans le balai intestinal quand même. Parce que le balai intestinal a le but finalement de vraiment drainer, littéralement. Mais il y en a une très petite quantité par rapport à... Il y a très peu de charbon actif aussi parce que c'était intéressant pour avoir cet effet balai. Mais sinon, c'est pas en interne, je n'utilise pas tant que ça. La boue, par contre, est excellente pour la peau. Mais alors, c'est vraiment la boue hein, de votre terrain, hein, c'est fabuleux. Hein, moi, des fois, quand il pleut, je prends de la terre humide, quoi, et je me la passe sur la peau, je me la passe sur les cheveux, je me la passe partout, quoi. C'est ça extraordinaire. Mais ouais,
argile en interne, si on a absorbé un poison. Ah oui. Pareil que pour le charbon actif, tu as absorbé un poison, c'est une panacée. J'ai toujours du charbon actif et de l'argile avec moi quand je voyage en cas d'intoxication. Oui, ça c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Et du charbon actif de temps en temps pour nettoyer, ça peut être efficace ou pas? Ouais, mais alors vraiment de temps en temps. Parce que ça attire tout. Hein. Oui. Ça bouffe tout. Donc si tu le prends régulièrement, ça va attirer, ça va conduire à un état de dénutrition. Par contre, déminéralisation et dénutrition. Par contre, de façon très ponctuelle, ça peut être intéressant à tester. Ça veut dire quelques jours? Ça veut dire une fois? Non, ça veut dire une fois semaine, tous les mais tous les un mois. jour. Ouais. Un jour. Ouais. T'en prends une fois, quoi. Par contre, il y a des plantes médicinales, autant qu'on veut, le nombre d'années qu'on veut, aucun souci. Tout ce qui est pour, je sais pas, même alors, si a priori on n'a rien, par exemple. Alors, il y a deux choses. Il y a la réponse ponctuelle. Si tu veux, pour moi, les plantes médicinales, on va chercher dans les plantes médicinales qui ne sont rien d'autre que des plantes, mais dont le contenu en principe actif a été moins altéré que les plantes qu'on mange au quotidien. Hein. On va chercher dans les plantes médicinales des principes actifs qui nous manquent dans notre alimentation quotidienne. Et donc là, je suis en train vraiment de réfléchir et de travailler sur un mélange qui serait le mélange quotidien, entre guillemets, qui nous apporterait à peu près les principes actifs qu'on devrait trouver dans une alimentation si elle était beaucoup plus sauvage et beaucoup moins dénaturée. Tu vois, et ce serait un truc là qui te complémenterait, entre guillemets. Donc il y aurait des principes amers, il y aurait des principes astringents dedans et des choses comme ça, qui vont permettre d'équilibrer un petit peu tout ça. Donc je suis en train d'essayer de faire une formule, enfin, moi je me la suis faite et j'essaie de voir ce que ça donne. Les gens en base intestinale, si on part du principe qu'on a tous les intestins de mauvaise santé, tu peux le prendre, je sais pas, autant... Le palais intestinal longtemps. Longtemps. Ouais, longtemps. Longtemps. C'est difficile de savoir exactement quand les intestins sont vraiment nettoyés. Pour les reins, c'est clair que quand ça commence à bien filtrer, tu peux calmer bien. Hein. Ah, et puis après en surveillant, comment ça va. Alors, il y a un moment où tu arrives quand même à les avoir bien nettoyés, où ils s'auto-nettoient, mais bon voilà, je pense qu'il y en a pour quand même pas mal de temps pour la plupart d'entre nous. Ouais, franchement, quand je vois l'état des yeux, enfin dans les yeux. Moi je me régale avec les oui, et après on fait la pause. En voyage, quand tu vas dois aller en Amérique, là, il y a un vaccin qui est obligatoire. Moi, je suis absolument pour les vaccins. Qu'est-ce que tu ferais si... Et on te demande de passer au centre d'agrément avec le tampon. Tu dis à ton médecin, c'est sympa, il appuie un peu sur la seringue. Soit tu trouves un médecin compréhensif, soit tu changes tes destinations. Je demande le numéro de l'eau à quelqu'un qui le redire sur ton carnet. Ok, on va faire la pause là maintenant. Alors pour la pause, quand même, je voulais juste vous signaler, on va servir le repas et tout. Et ce matin, on a aussi fait un truc et c'était un peu une introduction. Il y a des gens qui voulaient faire une discussion sur